Bonjour à tous et bienvenue à cette activité de transfert de connaissances organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale qui appartient à la Direction des programmes de santé mentale, dépendance et itinérance au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Moi, je suis Valérie Coulombe, une APPR pour le bureau de la mission universitaire et je serai l'animatrice de l'activité d'aujourd'hui. Donc, avant de débuter, j'aimerais juste présenter ce que c'est que le bureau de la mission universitaire. Dans le fond, son mandat est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction santé mentale, dépendance et itinérance pour soutenir l'actualisation de la mission universitaire qui est dédiée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Alors, autour des 6 dimensions d'une mission universitaire que sont l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé mentale, les pratiques de pointe et l'innovation et le rayonnement. Et le bureau soutient également l'implication des patients et des proches partenaires dans l'organisation, l'amélioration et la prestation de soins de santé mentale. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, l'activité s'intitule Troubles de la personnalité, état des connaissances et innovation thérapeutique. Cette activité est organisée un an après la présentation du deuxième colloque francophone sur les troubles de la personnalité qui a été organisé par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal en mai 2021. C'était un colloque sur 2 jours qui a connu un succès assez important avec plus de 600 inscriptions. Donc, je vous informe par le fait même que la prochaine édition de ce colloque aura lieu à Sherbrooke en 2023. Donc, si vous désirez être tenu informé de la tenue des prochaines activités du prochain colloque, n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste d'envoi et on vous tiendra informé. Donc, le panel d'aujourd'hui a pour objectif de présenter un état des connaissances sur les troubles de la personnalité et les approches d'intervention reconnues efficaces, d'explorer des exemples d'organisation de services novateurs pour la clientèle ayant des troubles de personnalité, de réfléchir à des pistes de recherche pour approfondir nos connaissances au sujet des troubles de la personnalité et améliorer les services offerts aux personnes et à leurs proches. Pour aborder ces questions, nous accueillons le docteur Lionel Cailleul, qui est chef du département de psychiatrie au CIUS de l'Est de Montréal et également chercheur associé au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Dr Félix-Antoine Bérubé, qui est également psychiatre à l'Institut, ainsi que Pierre-Olivier Huot, qui est patient partenaire et étudiant en psychologie. Donc, avant de céder la parole à nos participants, je vous informe que Dr Cailleul déclare être formateur pour la compagnie Assadis depuis 2020 et que Dr Bérubé et M. Huot déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec l'activité d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dr Cailleul. Bon, merci beaucoup, Madame Coulombe, et merci à la mission universitaire d'avoir organisé ce webinaire. C'est évidemment quelque chose qui est très apprécié que l'on puisse comme ça partager des connaissances en lien avec les troubles de personnalité. J'expliquerai un peu pourquoi au cours de la présentation. Donc, merci beaucoup à vous et merci aux personnes qui ont accepté de prêter leur attention au milieu de la journée pour s'informer, se renseigner et probablement mieux pratiquer dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, Lionel Cailleul, psychiatre, je vais vous parler d'innovation dans la prise en charge des troubles de personnalité limite. Les conflits d'intérêts, je suis formateur à Zadis, mais ça ne fait pas de conflit par rapport à la présentation. Toutefois, un point qui est important pour l'auditoire, c'est que la présentation que je vais faire est biaisée vraiment de mon rapport à l'innovation, de la façon dont je vois l'innovation dans les troubles de personnalité, et que probablement un autre praticien dans le secteur pourrait vous amener des éclairages différents. L'autre chose aussi, c'est que dans le cadre de cette présentation, on est obligé de faire des raccourcis, on est obligé d'aller brièvement sur les points. Donc, ça peut paraître parfois un peu étourdissant, mais c'est parce que je vais éclairer différents domaines dans un temps relativement réduit. Alors, tout d'abord, pour mettre la table, le trouble de personnalité limite se caractérise par l'instabilité des relations, l'instabilité des émotions, l'instabilité dans la façon de se voir soi-même, ses valeurs, ce qu'on veut faire de sa vie, l'instabilité ainsi identitaire et l'impulsivité.
Ce trouble, il est considéré comme fréquent en termes de prévalence. On pense qu'il y a au minimum 1% de la population qui serait concernée. Les chiffres moins conservateurs sont autour de 2%. Autrement dit, c'est fréquent. Et pour tous les cliniciens qui travaillent en santé mentale, vous allez rencontrer des personnes qui présentent ces caractéristiques. Le trouble est sévère si l'on en juge par la mortalité. Les personnes perdent au moins une dizaine d'années de vie par rapport à la population générale. Ça peut aller jusqu'à 25 années suivant les études qu'on peut regarder. Puis cette perte d'années de vie, elle tient au suicide, mais aussi aux maladies physiques. La sévérité, elle est aussi fonctionnelle. On a des patients qui ont une atteinte fonctionnelle qui est marquée, leur capacité à maintenir une place dans la société n'est pas toujours évidente. Et puis, une sévérité aussi qui concerne le fait que la particularité de ce trouble, c'est un trouble relationnel. Et donc, non seulement il affecte les personnes, mais il va affecter les gens autour. Un des points importants, c'est que les psychothérapies ont démontré leur efficacité. Donc, dans tous les guides cliniques actuels, on insiste sur le fait que la première ligne de traitement, c'est la psychothérapie. Dans tous les guides actuels, la psychothérapie spécialisée reste le traitement de première ligne et l'évolution symptomatique est favorable. La plupart des patients vont voir à 10 ans, 80% vont voir une réduction de leurs symptômes de façon à ce qu'on ne puisse plus retenir le diagnostic. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Ça, c'est le point qui est important pour moi. Si vous voulez qu'on parle d'innovation, d'abord, il faut réfléchir à qu'est-ce qui doit être amélioré. Les trois choses, à mon avis, qui sont prioritaires, c'est le front de la mortalité. Nous sommes face à un scandale. Les patients qui sont soumis à ce diagnostic vont avoir plus de maladies physiques et ils vont en succomber plus que le reste de la population générale. Ils ont une espérance de vie qui est plus faible. Ça tient une partie aux médicaments qu'ils reçoivent, une partie à la discrimination dont ils peuvent être l'objet, à la stigmatisation, une partie au fait que leur capacité relationnelle est altérée, donc leur capacité d'interagir avec le monde médical est altérée, une partie au fait que leur habitude de vie peut être améliorée, une partie au fait qu'ils prennent des risques et donc qu'ils s'exposent à plus de problèmes. Le deuxième point qu'il nous faut absolument améliorer, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, si on a une évolution symptomatique et qui est bonne en général avec les patients, même sans traitement, l'évolution fonctionnelle, quant à elle, tend à rester stable. C'est-à-dire, s'ils n'arrivent pas en début d'âge adulte à avoir un bon niveau de fonctionnement, les chances qu'ils y arrivent plus tard restent limitées. Donc, nous devons travailler à améliorer leur fonctionnement psychosocial, c'est-à-dire leur capacité à vivre en société, à s'insérer dans la société, à y trouver la place qu'ils veulent, et puis à avoir des relations qui soient significatives, qui donnent sens et qualité de vie. Enfin, si le pronostic est globalement bon pour ces patients, il n'en reste pas moins qu'il y a une frange de patients qui a une résistance symptomatique. Et dans tous les domaines de la psychiatrie, vous verrez des tonnes d'articles sur la dépression résistante ou ce qu'on appelle la schizophrénie résistante avec des stratégies, etc., etc. Mais dans le domaine particulier des troubles de personnalité, bien, le paradoxe, c'est que c'est peu exploré, la résistance est peu explorée et les stratégies thérapeutiques restent peu explorées. Donc, on a du travail à faire, de l'innovation à faire là-dessus. Je vous ai dit, la psychothérapie, je le redis, c'est la première ligne de traitement, c'est ce qui a montré le plus d'efficacité, mais c'est un processus qui reste à améliorer. Pourquoi faut-il l'améliorer? C'est ça qui va dicter le besoin d'innovation. Premièrement, l'accès est limité. Vous le savez sûrement, dépendant du territoire où vous travaillez, accéder à un psychothérapeute reste compliqué. Accéder au psychothérapeute que vous voulez, avec qui vous entendez bien, selon les techniques que vous voulez, c'est encore plus compliqué. Accéder à un thérapeute spécialisé dans le trouble de personnalité limite, ça relève du défi dans certains territoires. Donc, l'accès est déjà un problème. Donc, il y a un traitement qui serait efficace, mais faut-il encore qu'il soit accessible à tout le monde? Le résultat, on sait que sur l'efficacité symptomatique, les résultats ne sont pas mauvais, mais on parle d'une taille d'effet. Pour ceux qui connaissent ce qu'est la taille d'effet, on va la classer entre léger, modéré, sévère. Et là, pour la taille d'effet de la psychothérapie, on est sur du modéré. On n'est pas sur quelque chose qui va être un changement radical, rapide et définitif. On est sur une progression, une réduction des symptômes. L'efficacité fonctionnelle est limitée. Certaines études ont pu montrer un effet, mais ça n'est pas généralisable à l'ensemble des études et des thérapies. Et la mortalité n'est pas étudiée, donc on ne sait pas si on a un effet sur la mortalité, qui est pourtant l'indicateur majeur d'efficacité d'un traitement. Enfin, l'acceptabilité est limitée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me réfère aux données de Claudia Savard, qui travaille à Québec, merci à elle, la moitié des personnes à qui
qui ont un trouble de personnalité limite et à qui on va proposer un traitement auquel ils auraient accès, vont le refuser. Donc, la moitié le refuse d'emblée. Et puis, parmi ceux qui vont dans le traitement, dépendant des études, dépendant des types de traitements, on va en avoir 20 à 60% d'entre eux qui vont quitter le traitement en cours de route. Donc, ça veut dire que du côté des patients, il y en a quand même une majorité qui ne sont pas tellement ouverts à cette voie qui est pourtant la première recommandée. Donc, on doit faire de l'innovation et je vais vous présenter quelques pistes d'innovation que j'ai essayé de regrouper en gros pôles. Le premier pôle, c'est de réfléchir au-delà des femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les premières psychothérapies qui ont été validées, donc la thérapie comportementale et dialectique, par exemple, dans les années 90, ont été faites à partir d'études auprès de populations féminines parce que il y avait quasiment un préjugé autour de l'importance du trouble auprès des femmes et donc les traitements étaient focalisés sur les femmes. Et je dirais presque été fait par des femmes pour des femmes. Et il y a une population qui reste un peu plus en difficulté. Vous le savez, pour ceux qui travaillent en santé mentale, c'est les hommes. Les hommes, leur capacité d'accéder à des soins est plus difficile. Ce n'est pas spécifique aux troubles de personnalité. Mais là, la répercussion, elle est pas mal marquée, puisque quand on regarde quelle est la population la plus sévère en termes de mortalité, ben, c'est la population masculine. Donc, c'est celle sur laquelle on devrait mettre l'emphase en termes d'accès aux services et de traitement. On a une autre population qui est plus en émergence dans le sens où on en entend plus parler, c'est la population transgenre, où on a moins d'études, mais je prédis que là aussi, on a quelque chose à regarder avec plus d'intensité. Deuxième source d'innovation, ça va être une innovation plus organisationnelle. Les guides cliniques actuels, certains guides cliniques, insistent sur le fait qu'on doit améliorer notre organisation des soins pour permettre d'avoir de meilleurs soins. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, le levier qu'on cherche, c'est diminuer la stigmatisation et la discrimination. Il y a un effet d'étiquette. Si vous avez un diagnostic de trouble de personnalité limite, ça peut rendre plus compliqué votre accès au travail, votre accès aux soins, etc. Donc ça, c'est un effet clairement de stigmatisation, mais on a aussi un effet de discrimination. Et par exemple, au niveau de l'organisation des soins, vous le savez sûrement, la psychiatrie s'est construite à partir des asiles dans lesquels les troubles psychotiques avaient probablement plus d'importance et ça reste une majeure en psychiatrie. On a des financements qui sont importants, sûrement pas assez suffisants, mais importants. Le premier épisode psychotique, le SIV, le SIM, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, il y a une polarité de ressources en psychiatrie qui est donnée sur ces patients. On a une autre polarité qui va être donnée sur les troubles anxieux et dépressifs. Ça, c'est dans les premières lignes, les CLSC. Donc ça, par exemple, le dernier en date, c'est le PQPTM qui focalise sur anxiété et dépression. Et puis, on a les troubles qui sont au milieu, comme le trouble de personnalité limite, pour lequel la focalisation est moins importante. Et donc, la quantité de ressources à disposition est simplement moins importante. Alors, pour faire avancer les choses, on a des innovations comme intégrer les patients aux formations. Merci, Monsieur Yo. D'avoir des groupes de pairs, d'intégrer les patients dans les décisions de gestion. On cherche aussi à former et informer. Plus les gens sont formés, plus ils sont compétents, plus ils ont d'informations, plus la stigmatisation auprès de ces patients va baisser, c'est prouvé. Il faut aussi favoriser l'équité de distribution des ressources et avoir un leadership local et provincial. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train de changer. Vous voyez, c'est de l'innovation qui se positionne sur l'organisation. Un autre type d'innovation, c'est la médecine du style de vie, lifestyle medicine. Donc, il y a plusieurs choses comme l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, les relations qui vont pouvoir contribuer au mieux-être de ces patients. C'est extrêmement intéressant parce que si je prends l'exemple de l'activité physique, elle a potentiellement un intérêt sur la régulation des émotions, elle a potentiellement un intérêt sur la réduction de certains symptômes de comorbidité fréquentes, par exemple la dépression, 80% des patients présentent des symptômes ou ont présenté ou présenteront des symptômes dépressifs. Donc, l'activité physique permet de réduire cela. Et en plus, ça vient jouer sur une autre variable dont je vous parlais tout à l'heure, la santé physique. Donc, tout ce qui va être la médecine sur le style de vie, c'est un domaine d'intérêt. On a la chance d'avoir Paquito Bernard et Samuel Saint-Amour qui travaillent dans le service sur cet aspect. Et on espère pouvoir ainsi amener de l'innovation là-dessus. L'intérêt aussi de la médecine sur le style de vie, c'est qu'elle est utilisable à tous les niveaux de soins. C'est utilisable quand on est un omnipraticien, quand on est en CLSC, c'est utilisable en termes de santé publique. Donc, avoir des bons outils autour de cette médecine est un domaine d'innovation que je valorise.
Quatrième aspect, miser sur le fonctionnement. Je vous l'ai dit, les symptômes ont tendance à diminuer par eux-mêmes avec le temps. La psychothérapie va accélérer ou favoriser ce phénomène de récupération symptomatique. Mais du point de vue du fonctionnement, ça, c'est beaucoup plus difficile et le travail reste à faire. Alors, un des aspects qui me paraît important, une innovation dont parlera Dr Bérubé, je le pense, dans quelques minutes, c'est l'intervention précoce. Plus on va intervenir précocement, plus on va permettre aux patients, aux jeunes, à l'adolescent ou au jeune adulte d'avoir le meilleur fonctionnement psychosocial possible, meilleur sera le pronostic à long terme et sa qualité de vie, nous le pensons. La place des professionnels aussi est très importante, c'est-à-dire qu'on a la chance au Québec d'avoir des professionnels qui ont la compétence d'améliorer le fonctionnement, et je pense aux ergothérapeutes, aux travailleurs sociaux, aux psychoéducateurs notamment, qui peuvent amener cette compétence supplémentaire par rapport à un programme qui serait uniquement psychothérapique pour améliorer les fonctions de nos patients. Et enfin, là, on est plus dans la recherche, la remédiation cognitive qui a été largement utilisée, utilisée et étudiée dans la schizophrénie, le trouble bipolaire ou dans des maladies physiques comme les traumatismes crânio-cérébraux. Elle peut avoir un intérêt dans la personnalité limite. Pourquoi? Parce que les patients ont beaucoup de difficultés neuropsychologiques, fonctions exécutives, mémoire, attention, qui font que leur quotidien, leur fonctionnement est rendu difficile par ces difficultés neuropsychologiques. Un travail autour de ces fonctions neuropsychologiques pourrait permettre d'améliorer leur fonctionnement, et c'est ça que fait comme travail. Par exemple, en ce moment, il y a une étudiante, Frédéric Delisle, qui a pris le relais de Maude Côté-Ouimet, qui travaille là-dessus dans le service. Innovation 5, c'est prendre en compte le réseau relationnel. Donc, d'abord, le développement des enfants et le support aux parents. Je vous disais que le trouble de personnalité limite, une de ses caractéristiques, c'est que c'est un trouble relationnel. Donc, ça vient impacter les gens qui sont autour. Et par exemple, les enfants. Donc là, et ce n'est pas simplement l'héritabilité, c'est aussi la façon d'interagir. Et là, ça tombe bien, on est capable d'améliorer les relations entre parents et enfants. Et ça, c'est un des domaines de recherche qui est émergent et qui, à mon avis, fera parler de lui dans les prochaines années de plus en plus, qui se traduit dans quelques activités innovantes au niveau clinique. Et là, dans les gens au Québec qui travaillent dessus, on a par exemple Lise Laporte, Lynn Desrosiers qui travaillent sur ce support qu'on peut faire aux parents pour améliorer le développement des enfants. On va avoir aussi des stratégies conjugales. Et par exemple, au Québec, Claudia Savard travaille beaucoup là-dessus parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui a une intensité émotionnelle, un sentiment d'abandon, des difficultés identitaires, c'est plus compliqué et donc ça peut être source de souffrance au-delà de la personne, mais au sein même du couple. Et puis aussi, il nous faut développer des stratégies qui sont plus en termes de réseau, de cas complexes, parfois de liens avec la police. Et je pense à l'innovation conduite par Dr De Benedictis sur le projet Equinox, qui vise à travailler plus en termes de réseautage. Donc ça, c'est les choses qui permettent de prendre en compte le social et le collectif. L'innovation CIF, ça va être de transformer notre méthode diagnostique. La méthode actuelle est catégorielle et vous savez qu'il y a beaucoup de débats, ou vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des débats sur les aspects dimensionnels, c'est-à-dire de considérer le diagnostic non pas comme positif ou négatif, absent ou présent, mais comme une gradation d'intensité. L'autre chose, c'est d'introduire dans nos évaluations de l'évaluation fonctionnelle. Et donc, par exemple, Nadine Larivière avec Julie Desrosiers ont travaillé à mettre en place une échelle qui permet d'évaluer le fonctionnement des patients. Et ça, évidemment, j'allais dire, c'est la première étape. Si vous voulez améliorer le fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un de nos grâles pour les prochaines années, mais il faut d'abord le mesurer pour voir quelles vont être les interventions qui vont être efficaces. Évaluer la réponse en pratique courante, c'est aussi un de nos défis, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'une vision impressionniste, mais d'être capable de mesurer l'évolution des symptômes de nos patients et peut-être même de le faire de façon écologique. L'évaluation écologique, ça veut dire qu'on fait une évaluation dans le site de vie de nos patients, non pas en leur demandant quand ils viennent dans le cabinet quelques questions, quelques questionnaires, mais en allant faire une évaluation sur site. Et par exemple, là, il y a un projet de recherche qui se prépare avec Cephalgo, qui est un électroencéphalogramme portatif qui permet de mesurer instantanément l'évolution des émotions et donc qui permet d'avoir une évaluation
constante du patient et non pas simplement sur les questionnaires. L'autre chose, c'est d'être capable de prédire la réponse. On pourrait en parler longuement des modèles prédictifs avec l'intelligence artificielle, mais de façon clinique et dès aujourd'hui, on a l'équipe du docteur Gamache, Dominique Gamache à l'UQTR, qui a travaillé sur un outil prédictif qui s'appelle le TARS et qui permet de prédire est-ce que le patient pourrait être engagé ou pas en psychothérapie. L'innovation numéro 7, c'est de travailler sur les leviers biologiques. Comme le trouble de personnalité limite est né de la psychothérapie et plus particulièrement de la psychanalyse, il y a comme un biais, une espèce de tautologisme dans le raisonnement où c'est un trouble qui ne serait abordable que par la psychothérapie. Je pense qu'on peut regarder aussi du côté biologique et on a des abords chimiques novateurs qui sont en train d'émerger, comme l'ocytocine, qui est un neuropeptide qui va être plus en lien avec les questions d'attachement, ou d'utiliser de la pharmacopée plus traditionnelle, mais de façon moins conventionnelle, comme la clozapine. Donc, il y a des débats sur l'utilisation de la clozapine dans le trouble de personnalité limite, la kétamine ou la psilocybine. Attention, on est bien d'accord que je vous parle d'innovation. S'il vous plaît, ne donnez pas des champignons magiques aux patients. Pour l'instant, on est dans la recherche. Et puis la neuromodulation, on parle de RTMS, TDCS, c'est-à-dire de stimulation magnétique ou de stimulation électrique qui permettent de moduler l'activité du cortex frontal. Et ça, on sait que ça peut jouer à la fois sur l'instabilité affective, l'impulsivité. On commence à avoir des données émergentes bien intéressantes. L'innovation numéro 8, c'est faire évoluer la psychothérapie. Dans ce cas-là, une des choses qui se fait le plus, c'est d'intégrer les approches, c'est-à-dire on va utiliser des outils de la thérapie d'engagement, de thérapie comportementale, de psychodynamique, et puis on va intégrer les outils pour essayer de faire une recette nouvelle et efficace. On va avoir aussi des approches multidiagnostiques. Par exemple, là en ce moment, il y a une étude, là, un projet de mise en place par Catherine Lecorf à l'Institut qui va travailler sur la combinaison des traumatismes complexes et du trouble de personnalité limite. Donc, au lieu de travailler en silo, soit une thérapie sur le TPL, soit une thérapie sur le TSPT, là, on va faire une thérapie qui va combiner des outils et qui a montré son efficacité. Et puis aussi, on a la capacité à intégrer l'intelligence artificielle dans les décisions psychothérapiques, que ce soit dans des programmations comme Avatar, où il va y avoir carrément un monde virtuel dans lequel on va pouvoir faire la thérapie, ou même dans des décisions psychothérapiques. Donc là, on est vraiment dans l'innovation à venir et je compte beaucoup sur Alexandre Hudon pour nous aider là-dedans. Enfin, en réflexion conclusive, je veux attirer votre attention sur plusieurs points. Premier point, c'est que le statu quo n'est pas acceptable. Comme je vous le disais, on ne peut pas laisser de côté la mortalité, on ne peut pas laisser de côté les problèmes de fonctionnement et on ne peut pas laisser de côté le trouble de personnalité limite résistant. Dans ces trois cas, il faut qu'on amène de l'innovation. Mais ce statu quo et les innovations qu'on va amener sont influencés énormément par les choses qui se passent autour de nous. Donc, ça peut vous paraître étonnant, mais les transformations planétaires, pandémie, climat, vont influencer les innovations de demain dans la prise en charge des troubles de personnalité limite. Si vous ne me croyez pas, regardez comment la pandémie a modifié nos pratiques au quotidien, y compris la visioconférence, y compris la capacité donc à faire des groupes en virtuel. Et donc, imaginez sur un pays comme le Québec, là, avec une grande superficie, si on est capable de faire des groupes à peu près partout dans le pays, c'est une innovation qui a été comme précipitée par la pandémie. On a des enjeux sociétaux qui sont à prendre en compte. On a des minorités qui sont peut-être moins prises en charge, y compris dans le domaine de troubles de personnalité limite. Et puis, on a l'aide médicale à mourir qui arrive. Et quand on parle d'une population qui est marquée par une auto-agressivité, des idées suicidaires chroniques, eh bien, on va avoir des dilemmes éthiques qui vont arriver, surtout si l'offre de soins n'est pas généralisée au Québec. Après, on a des défis généraux du réseau. Vous le savez, on a des ressources finies pour offrir des soins à des besoins qui sont infinis, c'est-à-dire la souffrance humaine, c'est comme une caractéristique et il y aura toujours nécessité de plus de soins et les ressources que la société veut mettre sont comme avec une limite. Et donc, il y a la question de choisir avec soin qui se pose. Elle se pose dans toute la médecine, mais en particulier dans ce domaine.
Il nous faudra pouvoir mettre le bon patient au bon endroit avec la bonne intensité de service. Il y a des mouvements au niveau psychopathologique. Il y a eu, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais dans le DSM-5, il y a eu une révolution qui se préparait, puis finalement, elle n'a pas eu lieu, elle a été mise dans les annexes. Une révolution dans la façon de comprendre les troubles de personnalité, de les conceptualiser. Cette révolution a eu lieu, par contre, dans la classification internationale des maladies, et ça pourrait influencer nos pratiques et nos façons de prendre en charge les patients. Et puis, nous avons aussi nombre d'opportunités qui se présentent, comme l'intelligence artificielle. Voilà les conclusions que je voulais vous dire et je remercie encore la mission universitaire et puis remercie le CIUS de l'Est et l'Université de Montréal qui nous soutiennent dans un autre projet qui est d'offrir un cours francophone, un nanoprogramme sur les troubles de personnalité limite, donc un programme francophone qui va regrouper des experts suisses, français, canadiens autour de cette thématique. Et si vous voulez avoir plus d'informations, ça devrait arriver à l'automne 2022. Vous pouvez aller sur le site des PC de l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc je repasse le micro à Madame Coulombe. Merci beaucoup, Dr. Cayolle. Avant de passer la parole à Dr. Bérubé, j'aurais une petite question ici d'une participante. Si vous aviez un exemple à donner concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle auprès des personnes ayant un trouble une personnalité limite? Merci beaucoup de cette question. Donc là, on parle d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça commence à être aujourd'hui, mais c'est surtout pour demain. Donc, on parle vraiment on regarde sur l'extérieur. On peut avoir plusieurs types d'utilisation. Une utilisation, par exemple, ça va être la prédiction. C'est-à-dire, nous, quand on reçoit un patient, il faut qu'on décide avec lui quel va être le traitement le plus efficace. L'intelligence artificielle, en mélangeant des données de centaines ou de milliers de patients, va pouvoir nous aider à dire pour tel patient, ça serait mieux tel traitement pharmacologique et telle psychothérapie à tel moment. Donc ça, c'est la capacité de prédiction. Mais on pourra avoir aussi de l'intelligence artificielle qui va aider les patients dans leur psychothérapie. Par exemple, à tel moment, vous sentez telle émotion, mais vous ferez mieux d'utiliser telle technique qu'on vous a apprise. C'est des exemples sommaires et rapides de l'utilité qu'elle pourrait avoir. Mm-hmm. Merci beaucoup, ça éclaire. Puis vous avez nommé plusieurs innovations là, qui mériteraient vraiment, qui sont des pistes de recherche très, très intéressantes. Il y a de la matière pour vos équipes dans les prochaines années. Je me demandais aussi au niveau de l'organisation des soins et des services, vous avez nommé les enjeux de l'accès aux services. Hein. Qu'en est-il pour faire le pont avec la présentation de Dr. Bérubé, qu'en est-il des enjeux d'organisation des services pour les jeunes avant l'âge de 18 ans? Qu'est-ce qu'on leur propose actuellement? Quels sont les ponts, le continuum qui existent ou qui devraient être mis en place pour mieux les soutenir, par exemple? Oui, c'est une question que à laquelle le docteur Bérubé aura un regard plus aigu que le mien. Donc, je vais prendre la question, mais en insistant sur un autre point, parce que sur le modèle organisationnel, il va en parler. C'est que les jeunes, l'enjeu, à mon avis, c'est moins les symptômes. Et c'est ça qui est le plus émergent, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de symptômes, notamment auto-agressifs, d'impulsivité. C'est ça qui va attirer notre attention. Et si je comprends bien les données actuelles à notre portée, l'enjeu, ça va être le fonctionnement. Et donc, la question, ça va être comment de repérer les jeunes à tous les points d'entrée, de repérer leurs problèmes de fonctionnement et de les aider là-dessus, en étant peut-être moins obnubilés par les affaires symptomatiques qui sont émergentes. Mais encore une fois, je renverrai la balle au docteur Bérubé qui sera plus précis à coup sûr. Alors, on va lui transmettre la balle à l'instant. Merci beaucoup, Dr. Cayolle, encore une fois. Dr. Bérubé, je vous laisserai la parole pour la suite de la présentation avec, dans le fond, la présentation d'une innovation thérapeutique, c'est-à-dire le modèle Connect-TP à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, je vous laisse la parole, Dr. Bérubé. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, je vais vous parler, en fait, de l'intervention précoce en troubles de personnalité limite, raison d'être, description d'un modèle de soins. On pourrait se parler évidemment bien longtemps de ça. J'ai un temps limité. Je vais essayer d'être le plus efficace possible dans ce temps-là.
Je commence par une image qui est en fait un dessin d'une de mes patientes qui a accepté là, que je l'utilise là, pour des présentations. Je trouve que ça représente assez bien son état d'esprit. Donc, une jeune patiente avec un trouble de personnalité. Limite, dans ce cas-ci, c'était l'idée qu'elle se fait du sentiment de vide. Comment elle pouvait se le représenter. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt là, relié à la présentation. Les objectifs, on va réviser la notion d'intervention précoce, juste se mettre à jour tout le monde sur de quoi on parle. On va réfléchir à l'intérêt d'appliquer ces principes-là au trouble de la personnalité limite, puis je vais aborder un exemple de programmation clinique d'intervention précoce qui a lieu ici à l'Institut là, qui s'appelle Connecté. Donc, l'intervention précoce en santé mentale, mais de manière générale en santé, l'idée c'est que l'intervention se produit sur un spectre. Alors, il y a des interventions de prévention, par exemple, prévention universelle. Ainsi, on pourrait, par exemple, penser au vaccin contre la rougeole, par exemple, bon, qui va être offert à tout le monde, ou l'immense majorité des gens vont recevoir. Alors, l'idée, c'est que la plupart des gens vont le recevoir pour rien. Hein? C'est pour ça que je fais le parallèle avec les œufs de saumon, là, ici. Là. Le saumon, il va faire plein d'œufs. L'immense majorité vont mourir, puis il y a quelques saumons qui vont finir par se rendre à l'âge adulte. Un peu de la même façon, là, on va avoir plein de faux positifs, plein de gens qu'on traite sans que ça ait été nécessaire, qu'ils l'ont reçu là, pour rien. Mais éventuellement, le but, c'est de prévenir là, pour un nombre plus restreint de personnes. Et on a tout le continuum de soins jusqu'à des soins très spécialisés, long terme, avec des clientèles résistantes. Et là, toujours dans le parallèle de la reproduction de la politique de l'enfant unique en Chine, est un peu un exemple de ça. Là, on met toutes nos énergies dans un seul endroit. L'intervention précoce, elle, va se situer non pas au niveau de la prévention universelle ou sélective, ça va plus se situer lorsque les gens commencent à présenter des symptômes d'un trouble mental, mais qu'ils n'ont pas tout à fait assez de symptômes pour qu'on puisse poser le diagnostic. Et ça va suivre le continuum jusqu'aux phases initiales du traitement, là, passer l'identification des cas. Donc, ça, c'est ce qu'on veut dire en intervention précoce. Et au Québec, en santé mentale, l'intervention précoce a été surtout implémentée dans les troubles psychotiques. Donc, on en est à la deuxième mouture là, des programmes de premier épisode psychotique. Et pourquoi est-ce qu'on choisit les premiers épisodes psychotiques comme cible d'intervention précoce? Ben, d'abord, c'est des troubles qui sont sévères, qui ont des impacts sur la mortalité, qui ont des impacts au niveau fonctionnel. On dispose de traitements démontrés efficaces. Il y a la possibilité de cibler aussi un sous-groupe à risque de développer le trouble, donc de faire de la prévention indiquée. Je l'ai mis en italique parce que dans le nouveau modèle, on dégage un peu là, les programmes de premier épisode psychotique de la responsabilité d'identifier ces sous-groupes-là. Donc, cette identification-là, en principe, devrait se faire ailleurs dans le réseau. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que ça faisait des grands nombres de patients, dont une minorité seulement évoluait vers un trouble psychotique. Donc, c'est à voir, là. Donc, ça vient un peu limiter ou réduire les possibilités de développement vers des cliniques de clientèle à haut risque de développer un trouble psychotique. Ou à tout le moins, si ces cliniques-là ouvrent, elles ne seront pas nécessairement, elles ne feront pas partie des programmes de premier épisode psychotique. Et pourquoi on fait ça en continuité pédo-adulte? Ben, c'est parce que c'est des troubles dont la plupart des cas se déclarent entre 15 et 25 ans. On a quand même allongé en psychose cet temps-là pour aller garder des gens jusqu'à 35 ans, principalement parce que chez les femmes, la prévalence, hein, l'incidence survient plus tard dans la vie en moyenne. Donc, on ne voulait pas être discriminant là-dessus. Là. La validité de diagnostic de troubles psychotiques est comparable avant et après 18 ans. Donc, c'est pas comme si je pose un diagnostic de psychose à 16 ans, ben là, ça va évoluer de façon radicalement différente de si le diagnostic est posé à 19 ans. Ben non, c'est un continuum. Il n'y a pas de plus-value à maintenir une discontinuité pédo-adulte. On pourrait même dire qu'il y a un inconvénient puisqu'on échappe des patients. Alors, de façon générale, comment ça fonctionne les programmes d'intervention précoce? C'est qu'on va essayer de détecter les cas dès l'apparition des premiers symptômes. On veut réduire la durée de la psychose non traitée. Donc, c'est la duration of untreated psychosis. Et on va... c'est ça. Donc, on va vouloir réduire la durée de la psychose non traitée parce que le fait d'avoir une durée de psychose non traitée qui est plus grande, c'est associé à plus de résistance au traitement, surtout et particulièrement à de moins bons outcomes fonctionnels, à un moins bon avenir fonctionnel. Donc, on va avoir quoi dans ces programmes-là? C'est de l'intervention intensive de proximité, du case management, c'est-à-dire que les gens sont pas, ils ont
une personne à qui ils se réfèrent, ils sont pas comme laissés à se promener d'un professionnel à l'autre. Le case management va faciliter leur épisode de soins. Il va y avoir du démarchage, ça serait le français pour outreach, donc on va sortir un peu de notre bureau pour, à quelque part, essayer d'engager la personne. Évidemment, traitement pharmacologique, une importance mise sur la réinsertion, le maintien professionnel, soutien à la famille et à l'entourage. Donc, c'est des programmes qui ont été démontrés efficaces pour engager les patients et les familles, améliorer le pronostic fonctionnel. Et évidemment, il y a aussi les cliniques de l'ultra-haut risque dont j'ai parlé plus tôt, là, qui maintenant sont vraiment séparées des programmes de premier épisode psychotique. Ça, c'est ce qu'on a en intervention précoce en santé mentale. Pour l'instant, principalement. Donc, il y a des choses qui se travaillent ailleurs pour le trouble bipolaire. Il y a aussi des choses qui se travaillent ailleurs et maintenant de plus en plus ici par rapport au trouble de personnalité limite. Fait que, juste, je vais rappeler quelques faits concernant le trouble de personnalité limite avant l'âge de 18 ans, parce que c'est important pour comprendre un peu ce qui se passe de ce côté-là. Mon intérêt pour l'intervention précoce en trouble de personnalité a émergé lorsque je donnais des groupes psychoéducatifs à des personnes qui ont un trouble de personnalité limite, qui s'apprêtaient à débuter un traitement psychothérapeutique à plus long terme. Et souvent, dans ces groupes-là, j'avais des personnes âgées de 30, 40 ans qui se désolaient qu'on leur ait jamais parlé du diagnostic avant qu'ils soient rendus très âgés. Et certains d'entre eux mentionnaient qu'ils avaient compris après coup que alors qu'ils recevaient des soins avant 18 ans, on leur avait même pas parlé du diagnostic qu'on soupçonnait et que ce diagnostic était au dossier et que personne ne leur avait dit. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? En fait, en clinique, le trouble de personnalité limite, on en rencontre beaucoup. Il y a beaucoup d'adolescents d'abord qui ont des traits dans le registre du trouble de personnalité limite. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Mais quand on a des adolescents qui ont ces traits-là, en pratique, souvent sur le terrain, ils vont recevoir toutes sortes de diagnostics autres. Trouble bipolaire, trouble déficit de l'attention, trouble de l'attachement, trouble des conduites. Ou encore, on va noter dans le dossier, puis ça, c'est pas toujours communiqué aux patients, mais on va y aller avec des formules édulcorées, le trait de personnalité limite en voie de cristallisation en émergence provisoire. On a une réticence. Quand on fait des études et qu'on regarde les critères diagnostiques, puis on regarde ça rigoureusement, en fait, on se rend compte que c'est quand même assez prévalent. Chez les 12-18 ans, là, on a 3% des gens qui rencontrent les critères du trouble de personnalité limite, 10% dans des patients suivis en clinique externe, 20% pour des patients à l'interne. C'est sûr que les jeunes qui ont un trouble de personnalité limite, puis ça, quand on connaît le trouble de personnalité limite, c'est rien d'étonnant, ils vont avoir des comorbidités, donc des troubles des conduites, troubles d'opposition avec provocation, troubles déficit de l'attention, troubles d'usage de substances. NSSI, c'est non-suicidal self-injury, donc l'automutilation. Donc, il y a plusieurs diagnostics comorbides et on note une tendance à ce moment-là à poser des diagnostics au sujet de l'état mental, puis rendu seulement à l'âge adulte de modifier vers un diagnostic au niveau de la personnalité. Et il y a des études qui ont montré que les professionnels sont réticents ou carrément hostiles à poser le diagnostic à l'adolescence. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il existe une notion que ça serait, d'abord que ça ne serait pas recommandé. Puis là, je vous donne seulement quelques citations, mais en gros, sans aller dans le détail de ça, là, vous n'avez pas besoin de les lire en entier, mais en gros, c'est recommandé, il n'y a pas de problème. Là, les experts s'entendent pour dire que oui, il faut faire attention, là, pas libéralement parler d'un trouble de personnalité limite quand on n'a pas bien exploré les choses ou qu'on n'a pas bien exclu que les symptômes surviennent, par exemple, exclusivement pendant une dépression. Mais au-delà de ça, quand on fait une démarche diagnostique appropriée, c'est tout à fait possible. Les gens, des fois, ont l'impression que ce n'est pas permis, dans le sens que nos ouvrages diagnostiques ne le permettraient pas. En fait, ça aussi, c'est inexact. Je vous réfère au diagnostic, au DSM-4-TR, au DSM-5. Je n'ai pas vérifié si dans le 5-TR, c'était encore le cas, mais je le présume, là, ça aurait fait un certain bruit si ça avait été différemment. Donc, ces ouvrages-là permettent le diagnostic. On va généralement demander que les symptômes aient été présents depuis plus d'1 an, que ce soit quand même envahissant, puis que ça ne soit pas mieux expliqué par l'adolescence normale. Donc ça, on pourrait en parler en long et en large sur toutes les nuances à ce niveau-là, mais le fait est que le diagnostic est permis. Une des choses qui a fait que pendant un certain temps, les gens étaient réticents à poser le diagnostic, c'était 3 études qui ont eu lieu
dans les années 90 avec des petits nombres de patients qui ont utilisé des outils qui ne sont pas tout à fait là, top pour, au niveau méthodologique. Mais ces études-là montraient que sur 2 ans plus tard, il y avait une minorité de patients qui avaient encore un diagnostic de TPL. La logique, c'était de dire pourquoi poser un diagnostic si de toute façon je fais rien, puis 2 ans plus tard, ils vont mieux. Ben, ça a été d'abord un petit peu nuancé par les travaux de Shannon en 2004, qui a utilisé une méthodologie beaucoup plus solide et qui a montré que, en fait, 40% avaient encore le diagnostic de trouble de personnalité limite après 2 ans. Donc, c'est plus que ce qui était déjà évalué. Mais aussi, si on disait, OK, c'est lesquels qui ils ont peut-être plus un trouble de personnalité limite, mais ils ont-tu encore un trouble de personnalité dans le groupe B? On en avait 67% que oui. Et il y en a 74% que peut-être qu'il n'y avait plus un trouble de personnalité limite, mais ils rencontraient encore les critères d'avoir un trouble de personnalité tout court. Donc, à ce moment-là, c'est venu un petit peu nuancer ça. Puis, c'est des constatations qui sont à mettre en relief avec le fait que l'évolution naturelle du trouble de personnalité limite, comme l'a bien dit Dr. Cayolle, montre que, et ça, c'est chez des adultes et c'est un suivi, on va dire, naturalistique. Il y a des gens en traitement, il y a des gens qui ne sont pas en traitement là-dedans. Puis ce qu'on voit, c'est que déjà, après 2 ans, il y en a le quart que ça fait déjà au moins 1 an qu'ils sont en rémission. Okay? Donc, il y en a plus qui sont en rémission que 25%, là, mais il y en a au moins 25% que ça fait 1 an qui sont en rémission. Et ça nous donne un peu une idée que, en fait, 1 an plus tard, on est rendu à 45% qui sont en rémission depuis 1 an. Alors, grosso modo, ce que ça montre, c'est que chez l'adulte, comme chez les adolescents, c'est un diagnostic qui est modérément stable. Ici, vous avez la même illustration, le nombre moyen de traits de personnalité limite en fonction de l'âge. Plus on est âgé, plus on a un nombre moyen de traits de personnalité limite qui est faible, plus on a un nombre de critères de troubles de personnalité élevé, plus que notre âge médian est faible. Alors, en gros, ce qui ressort de la littérature présentement, c'est que les symptômes du TP s'installent souvent au courant de l'adolescence, c'est modérément stable, c'est associé à des impacts fonctionnels importants et que c'est un concept unitaire. Il ne se passe rien de spécial avant et après 18 ans dans l'évolution du trouble ou son impact à plus long terme. Alors, une autre raison qui fait que les gens sont réticents d'aborder la question du trouble de personnalité limite avant 18 ans, c'est que des fois, on observe que le diagnostic va être utilisé pour exclure des patients ou autoriser des approches autoritaires ou punitives. Si aussi c'est pas bien présenté aux patients ou à leurs proches, ça peut être vu comme une fatalité incurable. Et l'idée là, qui était auparavant tenue que le pronostic est sombre, qu'il n'y a pas de traitement efficace, ça peut décourager les cliniciens, encourager des diagnostics alternatifs. On sait maintenant que ce n'est pas le cas, qu'on a des traitements efficaces, puis aussi l'évolution naturelle du trouble n'est pas complètement sombre. Il y a des impacts fonctionnels durables, mais il y a une amélioration symptomatique chez quand même la majorité des gens. Le fait d'aborder à la place des diagnostics alternatifs, ce que ça a comme conséquence, c'est que les gens vont se voir proposer des traitements potentiellement inefficaces, dans certains cas nuisibles. L'absence de diagnostic, ça ne permet pas aux gens de voir venir d'éviter des conduites qui ont des effets iatrogènes. Par exemple, on peut renforcer involontairement des comportements. Par exemple, on peut transmettre à la personne la notion que le locus de contrôle, c'est-à-dire la capacité à se contrôler, elle est à l'extérieur d'elle. On peut involontairement renforcer des comportements régressifs où la personne est tellement convaincue qu'elle ne peut pas arriver à faire face à sa vie, qu'elle s'en remet aux autres autour d'elle. On peut aller vers des escalades de gestes dommageables où la personne ne se sent pas écoutée, validée ou comprise, et puis elle augmente, entre guillemets, le volume en posant des gestes toujours plus sévères. Donc, il y a différents types de patterns dans lesquels on peut se retrouver si on ne fait pas attention, qui peuvent être nuisibles là, carrément. Évidemment, le fait de priver quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un traitement sur la base qu'on ne veut pas aborder le diagnostic, évidemment, ça peut être nuisible en soi. Et toute la question du stigma est un peu un problème. C'est-à-dire que j'entends des cliniciens parfois dire « je ne vais pas poser le diagnostic de trouble de personnalité avant 18 ans ou même après. Là, je ne vais pas poser le diagnostic parce que la personne va être maltraitée dans le système de santé. » Et ça, pour moi, c'est faire collusion, en fait, avec le stigma. C'est un peu l'équivalent qu'il y avait eu aux États-Unis de dire si vous avez une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle, ben, parlez-en pas. Hein? Le sous-texte étant comme ça, vous n'allez pas vous faire maltraiter par des militaires homophobes. Donc, le problème, c'est pas la personne
qui rentrent dans l'armée, là, qui devraient se taire. Le problème, c'est qu'il y a des gens homophobes dans cet exemple-là. La même chose nous regarde par rapport au stigma, par rapport au trouble de la personnalité, c'est-à-dire que c'est à nous d'arrêter d'avoir des conduites stigmatisantes. C'est pas aux patients à pas recevoir le diagnostic et à rester dans l'ignorance. L'autre argument qu'on va entendre, c'est un pragmatisme. Je ne poserai pas le diagnostic parce que de toute façon, il n'y a pas de traitement efficace. Évidemment, ça tient plus ou moins la route. C'est comme si on arrêtait de diagnostiquer des cataractes parce que là, il y a un manque d'ophtalmologistes dans une région. Ça ne tient pas vraiment la route comme argument, à mon avis. D'ailleurs, on voit qu'il y a des changements d'évolution dans les tendances. Fait que si on regarde ce graphique-là, on voit que les lignes qui sont plus pastel, plus pâles, ça représente 2011-2012, alors que les lignes plus foncées représentent 2000-2001. Puis on voit en 10 ans que les gens ont plus tendance à poser le diagnostic dans le groupe d'âge 18 à 24 ans. Et même aussi chez les femmes, dans le groupe d'âge 14-17, par contre, chez les hommes, ça reste une tendance qui est plus faible. Puis on voit dans la forme de la courbe que probablement que chez les femmes, on le pose de façon plus appropriée et que chez les hommes, là, il est un peu sous-diagnostiqué à l'adolescence. Je serais bien intéressé d'avoir les résultats plus actuels. Enfin, par rapport aux troubles de personnalité limite, on dispose quand même de critères qui nous permettent de dire c'est quoi, qui nous permettent de dire quels sont les facteurs de risque. Et les meilleurs facteurs de risque qu'on a été capable de trouver pour prédire l'émergence du trouble de personnalité limite, c'est pas l'adversité familiale. Pas que c'est pas un facteur de risque, c'en est clairement un, mais il n'est pas spécifique au trouble de personnalité. C'est pas le tempérament émotionnellement labile, c'est vraiment la présence des traits de personnalité limite qui est le plus associé. Donc, pas les tentatives de suicide, mais plus vraiment le sentiment de vide, l'automutilation, ben vous les avez ici. Il y a des traitements efficaces. Le temps qu'on a ne permet pas de passer dans le détail là-dedans. Mais croyez-moi, il y a des traitements efficaces. Par contre, il nous manque de recherche. Il y a une méta-analyse récente de standards de format Cochrane qui montrait qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore assez d'études pour être bien montées, pour être capable d'affirmer de façon claire que la psychothérapie, ça marche en trouble de personnalité chez les adolescents. On a clairement des tendances, on a clairement l'information que ça ne nuit pas, mais il nous en faut plus pour être capable de l'affirmer avec beaucoup d'autorité. Alors, on revient sur la question de l'intervention précoce. Pourquoi on veut intervenir en trouble psychotique? Ben, c'est les mêmes raisons qui s'appliquent pour le trouble de personnalité. Donc, le raisonnement pour le trouble psychotique tient la route. C'est un trouble sévère avec mortalité, morbidité. Il y a des traitements démontrés efficaces. Il y a une possibilité de cibler un sous-groupe à risque de développer le trouble. Donc, 3 traits ou plus, ça a été démontré que c'est un sous-groupe qui a de fortes chances de développer le trouble et qui ont des problèmes, si on veut, d'intensité similaire. Et pourquoi en continuité pédo-adulte? La plupart des cas se déclarent entre 15 et 25 ans. Il n'y a pas de changement dans la validité diagnostique avant et après 18 ans. Alors, ensuite de ça, le principe de l'intervention précoce, il y a une validité à sa face même qui est très bien communiquée par les patients. Ça, c'est un autre exemple de témoignage où la personne, ici, c'est Andrea Rosenhaft, qui est quand même plus âgée maintenant, mais qui nous explique bien ici en anglais qu'elle aimerait penser que si elle avait reçu son diagnostic 10 ans plus tôt, elle aurait pu éviter des décennies d'autodestruction, de douleurs émotionnelles, en apprenant des stratégies de gestion des émotions qui auraient pu l'aider à tolérer des sentiments qui lui apparaissaient intolérables. Alors, l'idée derrière ça, puis on est vraiment dans la notion de l'innovation, c'est que en trouble de psychotique, on veut réduire la durée de la psychose non traitée. Bien, je propose, est-ce qu'on ne pourrait pas viser la réduction de la DOB, la Duration of Untreated Borderline, et mesurer de façon longitudinale, prospective, c'est quoi que ça va avoir comme impact sur les variables cliniques fonctionnelles et économiques. Je termine à toute vitesse avec un exemple de programmation clinique qui s'inspire des principes de l'intervention précoce. Donc, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. On a des principes d'intervention précoce en troubles psychotiques qui sont là, qui sont valides, qui sont étudiés. Pourquoi tous les chambouler juste parce qu'on n'a pas une clientèle qui est la même? Alors, il y a des ajustements à faire dans notre positionnement, mais il y a plusieurs des principes de l'intervention précoce en troubles psychotiques qui peuvent être simplement repiqués et qui fonctionnent très bien avec cette clientèle-là. Alors, ce qu'on va aller chercher, c'est l'intervention intensive de proximité, le case management, le outreach, pour réussir à engager les patients pour éviter ce drop-out ou cette
difficultés à l'accès dont Lionel parlait. Pour ceux qui sont intéressés, on va y aller pour un traitement psychothérapeutique, mais ce n'est pas tous les patients à qui ça va être offert, parce que ce n'est pas tous les patients pour qui c'est ça l'objectif, c'est ça qu'ils veulent. La réinsertion, le maintien professionnel scolaire va être un focus important et le soutien avec la famille et à l'entourage. Et on va avoir des services là, en continuité 12, 14, 25. Je mets 12, 14 parce que le gouvernement parle de continuité 12, 25. En pratique, beaucoup parlent que c'est peut-être plus à partir de 14 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui reste à clarifier. Puis la question on peut faire une intervention indiquée chez le sous-groupe plus à risque, donc ils ont 3 critères ou plus. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire à l'Institut. On a démarré une clinique qui s'appelle Connecté, dans laquelle il y a 2 volets. C'est une clinique où il y a un volet de premier épisode psychotique, là, conforme au guide de pratique des PEP. Et il y a aussi un volet pour le trouble de personnalité. L'inclusion dans le volet, c'est qu'on doit avoir au moins 3 critères TPL. Il y a certains facteurs d'exclusion si les gens ne sont plus en intervention précoce, qui ont déjà eu des traitements dans le passé. Donc, on parle d'une primo-intervention. On y va avoir un enfant sur le reaching out. Pour le moment, nos patients sont 18 et 25 ans. Pourquoi pas en bas de 18 ans alors que je vous ai tout raconté ça? Ben, à cause de frontières institutionnelles. C'est très complexe là, de passer à travers ça. Et croyez-moi, j'y travaille fort et j'ai le soutien là, théorique de notre direction, mais il y a beaucoup de... C'est pas simple à faire. Il va y avoir de l'importance de l'intervenant pivot qui va être là, qui va être le case manager, nous on l'appelle l'intervenant pivot. Et on combine un traitement, là, le traitement actif, la psychothérapie, c'est une combinaison de thérapie basée sur la mentalisation et de thérapie comportementale dialectique, individuelle et de groupe, avec une durée de traitement de 16 à 24 semaines. En gros, ça, c'est le parcours des patients. La phase de reaching out, on fait les premiers contacts, on évalue la personne. Ensuite, on engage le traitement actif ou s'il n'y a pas de traitement actif en termes de psychothérapie, ben on engage une série de rencontres de case management basées sur les besoins du jeune, et ça peut être des besoins de réinsertion vocationnelle, de contact avec des ressources de détox, ça peut être beaucoup de choses. Ça se termine avec une rencontre bilan et une phase de fin de traitement où il peut y avoir quelques rencontres espacées sur une période de 3 ou 4 mois. Le reaching out, il est quand même balisé, mais en gros, pour en faire une histoire courte, on fait un reaching out très intensif et en faisant ça, oui, il y a des patients qui refusent le traitement, mais c'est minoritaire. Oui, on échappe des patients qui répondent à aucune de nos approches, malgré qu'on envoie des SMS, mais encore là, ça reste minoritaire. Et enfin, toute la question du cadre dans les troubles de la personnalité est souvent abordée. Et donc, notre philosophie, c'est d'avoir un cadre qui est flexible, c'est-à-dire qu'on commence avec un reaching out, un cadre plus souple, des rappels, un thérapeute plus actif. Et ce qu'on veut, c'est accompagner le patient vers une plus grande autonomie, une plus grande responsabilisation dans la conduite de la psychothérapie en allant vers un cadre plus strict, plus clair. Là, voici ce qu'on fait, il va-tu avoir un rappel ou pas du rendez-vous et ainsi de suite. Donc, on va vers quelque chose où la personne est de plus en plus autonome et le patient est de plus en plus actif dans son traitement, avec le thérapeute qui l'est un peu moins. Et pour préparer aussi la transition vers pour une proportion des gens qui vont faire connecter d'autres traitements pour le trouble de personnalité parce qu'on obtient de bons résultats. Plus de la moitié des gens qui viennent dans le programme n'ont pas besoin d'aller vers d'autres services en trouble de personnalité après avoir eu l'épisode de soins à connecter. Mais il y en a quand même une proportion qui vont aller vers des services adultes qui, eux, vont être pas mal moins souples en début de traitement. Donc, on essaie de les accompagner là-dedans. J'ai mis une slide là, un peu machinalement, la période de questions, mais si je comprends bien, là, j'imagine que ça se peut qu'il y en ait une partie qui soit reportée à la fin. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Dr. Bérubé. Je vais vous garder avec nous pour quelques minutes encore parce que justement, j'aurais une question de la part d'une participante sur votre présentation. Pourquoi opter pour une thérapie en TCC plutôt qu'une thérapie psychodynamique? Merci beaucoup, elle trouve ça très intéressant. Oui, ben en fait, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Premièrement, il y a un aspect pragmatique, c'est-à-dire que quand on développe un programme, je pense que c'est important de le développer à partir des forces en place. Et ça donnait que moi, j'avais sous la main des gens et que moi-même, j'ai aussi une formation en thérapie comportementale dialectique, mais aussi en thérapie basée sur la mentalisation. La thérapie basée sur la mentalisation, il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même quelque chose qui a grandi à partir des approches psychodynamiques. Donc, on fait pas
notre approche n'est pas pure TCC. Donc, c'est un mélange, c'est un hybride des deux approches. Volontairement, on a choisi, on a cherché à aller chercher des aspects qu'on trouvait très intéressants de la thérapie basée sur la mentalisation pour engager les jeunes, mais aussi on aborde avec eux certaines compétences sélectionnées en thérapie comportementale dialectique. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment créé un peu une combinaison, un traitement qui intègre les deux. Mais c'est sûr que quelqu'un qui arrive, qui veut partir un programme d'intervention précoce en trouble de personnalité, qui respecte les principes dont on vient de parler là, mais que le traitement actif, ça serait un 16 semaines ou un 20 semaines de thérapie psychodynamique brève, parce que c'est ça qui est l'expertise de la personne. Tout ça, moi, j'ai pas de raison de penser scientifiquement à l'heure actuelle que ça fonctionnerait moins bien. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être l'autre élément aussi que je voulais mentionner, je vais peut-être revenir pour répondre à cette question-là. Il y a un autre petit élément qui pourrait être intéressant, ça serait juste de revenir, excusez-moi, je vais l'avoir, de revenir ici. Une autre raison pour laquelle on a fait la TCC, c'est que si vous regardez l'étude numéro 11 de Mellum, c'est la thérapie comportementale dialectique pour un total de 19 semaines. Donc, ça totalise un traitement qui est un peu plus court que ce que nous, on offre si on inclut les phases d'engagement dans notre traitement. Et c'est un essai clinique randomisé qui a été positif, donc qui a amené une amélioration. Et l'autre essai clinique randomisé qui avait amené de l'amélioration, c'était celui de la MBTA, donc pour adolescents, qui avait été fait par Rousseau et Fonaghi. Alors, c'est aussi pour cette raison-là, dans le sens que c'est deux approches thérapeutiques pour lesquelles on a de la preuve d'efficacité. Voilà. Merci beaucoup. Pour faire le pont avec notre prochain panéliste, qui est M. Pierre-Olivier Huot, qui est patient partenaire, j'aimerais vous poser la question, vous, dans votre pratique à titre de psychiatre, quelle est selon vous la force du savoir expérientiel, puis comment vous, comme médecin psychiatre, vous travaillez avec les patients, vos interactions avec les patients partenaires? Ça fera une introduction pour M. Huot. La réponse courte, c'est pas autant qu'on voudrait. Mais en gros, c'est sûr que le modèle théorique là, de cette approche-là, c'est que y ait un ou des jeunes qui fassent partie des comités de programmation clinique. Idéalement, ça serait d'avoir un père aidant qui fait partie de l'équipe. Donc, à connecter, comme c'est une équipe, c'est une clinique dans laquelle il y a un programme de premier épisode psychotique et un programme pour les troubles de la personnalité, on va pouvoir embaucher prochainement un père aidant. On travaille fort à essayer de constituer une participation, d'avoir une participation plus systématique des pères aidants dans nos comités de programmation. Idéalement, on aimerait ça avoir un comité d'utilisateurs, de jeunes utilisateurs qui se constituent et qui nous aident dans les services. Donc, c'est explicitement, on est intéressé à aller plus loin là-dedans. C'est de le faire, c'est d'aller plus loin dans les faits, là, où je pense que nous, on a du chemin à faire encore, mais on est certainement volontaire pour. Merci beaucoup, Dr. Bérubé. Alors, on laisserait la parole maintenant à Pierre-Olivier Huot, qui est notre patient partenaire, qui va nous livrer un bref témoignage là, de son parcours à travers les services qu'il a reçus et tout ce qu'il aura envie de vous partager pour vous permettre de mieux comprendre le vécu avec un trouble de personnalité limite. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Merci aussi pour votre participation. Donc, on me voit encore. Parfait. Alors, c'est le survol du patient. Moi, j'ai fait un court épisode de soins au Faubourg Saint-Jean à Québec et un épisode complet à l'Institut ici à Montréal. Alors, au niveau de la compréhension du trouble, je ne m'éterniserai pas trop là-dessus, dans la mesure où c'est très bien compris dans la littérature, c'est-à-dire que le niveau de connaissance de tous les soignants qui s'occupent des troubles de personnalité, à mon avis, ce qui est rendu dans leur pratique, dans la littérature, c'est beaucoup dans le mille. Il y a eu beaucoup de témoignages aussi dans le passé de patients. Une petite définition personnelle, là, les façons d'agir et de penser les défis de l'existence humaine fonctionnent mal dans le contexte de la société. C'est-à-dire que la façon dont je me suis développé, dont on se développe, des fois, ça finit que ça ne fonctionne pas, ça marche mal sur plein d'aspects. Moi, je le vois d'une façon plus dimensionnelle que catégorique, c'est-à-dire que des fois, je me permets de penser que des gens, entre gros guillemets, normaux,
leur personnalité leur fait défaut dans certaines situations, mais lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui a un vrai trouble de personnalité, ben c'est plus de tout dans tout, c'est-à-dire dans le fait d'aller pas bien. Je parle d'une compréhension polarisée chez les soignants, c'est-à-dire qu'il y a comme un fossé des fois dans le système entre je dis qu'elle est excellente là, parmi ceux qui travaillent avec les troubles de personnalité. Donc, je le crois sincèrement. C'est-à-dire que lorsqu'on finit par arriver en présence d'une personne dans ces équipes-là, on est très bien servi, très bien traité. Et c'est ça, il y a un grand écart avec le reste du système. Et des fois, on voit ça dans les hospitalisations. Là, il arrive des catastrophes un peu là, et tout. Conséquences sur la vie et les proches. Ça aussi, je ne veux pas m'éterniser pour être dans mon temps, là, parce que c'est des choses qui sont quand même bien connues. Sabotage, relations brisées, opportunités perdues. Ça peut être peut-être d'avoir envoyé promener un patron, d'être parti en catastrophe, d'avoir brisé une moyenne à l'école de résultats scolaires sans billet médical, là, sans annulation. Les dépendances aussi qui sont très souvent, qui viennent rajouter une couche. Je parle d'une détérioration socio-économique là, avec tout ça, c'est-à-dire que la personne, elle s'enlise dans une boue dont il est de plus en plus dur de s'extirper, que ça prend de plus en plus d'efforts s'en extirper. Et ça fait un peu une petite usine là, pour faire des bébés qui vont à leur tour avoir ces difficultés-là, qui ont des bonnes chances d'en avoir aussi. Oui, ça a beaucoup d'effets sur les proches. Je parle de tristesse, de colère, d'impuissance, peur, surprotection, culpabilité, amour. C'est dur pour les gens en général de mélanger des émotions fortes, négatives et positives en soi. Garder ça en soi pour un proche qu'on aime. Il y a un grand risque que les ponts se coupent par épuisement. Ça peut venir d'un parent, ça peut venir du patient lui-même et ça n'aide pas pour la suite des choses. Stigmatisation, en parler un petit peu plus. Madame Coulombe, Valérie, qui anime aujourd'hui, elle m'avait demandé d'en parler. Sur le coup, je lui avais dit que je n'avais pas l'impression d'en avoir vécu beaucoup, un petit peu dans mon style, là, qu'on dirait que j'avais l'impression d'avoir été bien traité. Peut-être finalement, là, à bien y repenser, que j'en ai subi. Peut-être une petite anecdote, là, dans une urgence psychiatrique. Bon, j'étais dans des émotions négatives et je parlais, ça n'avait pas rapport à cette personne-là, cette psychiatre-là, mais bon, elle avait dit, elle s'était comme esclaffée en disant ça, c'est du clivage et en s'en allant. Donc, j'ai repensé à ça dans les derniers jours en me préparant pour aujourd'hui et peut-être, probablement que ça peut correspondre là, à des épisodes comme ça. Moi, je vois ça comme une réaction normale qui est très plausible à l'hostilité ou au rejet. Donc, la réaction serait celle de l'intervenant, du soignant, parce que le patient avec son trouble de personnalité va faire preuve d'hostilité et de rejet. Ça va faire partie de ses symptômes, surtout s'il est en crise. Et ce n'est pas facile à porter pour personne. Donc, il n'y a pas de grosse culpabilité à y avoir. Il n'y a pas de crime qui est fait lorsque le soignant fait preuve d'un comportement comme ça. Surenchère émotionnelle et agenda relationnel du patient. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des émotions qui sont très fortes et en tant qu'être humain, l'intervenant, des fois, il a comme peut-être besoin de sentir, de se mettre à niveau. Et l'agenda, c'est que des fois, ça vient servir une dynamique relationnelle du patient qui a peut-être, par exemple, l'impression d'être invalidé et d'être mal compris. Et à force d'être convaincu, on finit par convaincre des fois dans la vie. Là, si je suis convaincu que la personne ne me comprend pas, ben, je vais lui faire sentir qu'elle ne comprend pas, puis ça peut faire une escalade. Abstraction, contact humain, ça, c'est juste pour amener le fait qu'il y a une différence entre, des fois, lorsqu'on subit une très bonne formation et qu'on en apprend sur les troubles de personnalité, puis qu'on serait prêt même à en parler ou à faire des exposés oraux, avoir des très bonnes notes, des fois, ça ne fera pas le poids lorsque dans la réalité, on va être soumis à peut-être un collègue qui va nous dire bon, ben voilà, eux, c'est ces patients-là, puis elle va donner son opinion. Puis en tant qu'être humain, je trouve qu'on est très sensible à ce qu'on reçoit par le contact humain. Puis des fois, ça peut venir rapidement bouleverser là, l'idée qu'on s'était faite par abstraction.
Ce que ça peut faire, c'est diminuer la qualité des soins, avoir moins d'espoir, plus de symptômes. Ça, on l'avait vu un peu avec les autres présentations. Piste de solutions possibles, partage, inclusion et collaboration. Je suis très content là, que les autres panélistes, il y a eu, parce qu'on ne s'est pas nécessairement concerté, mais il y a beaucoup d'éléments là, qui se recoupent. Donc, je suis très heureux de constater ça. C'est un partenaire, par exemple, mais aussi des parents aidants et toute forme d'implication. Sensibilisation à la stigmatisation chez les soignants, c'est-à-dire vraiment savoir que c'est un fait qu'ils vont tôt ou tard en ressentir, puis explorer ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les impacts, c'est quoi les moyens de s'en défendre. Éducation de professionnels, oui, c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, ceux parmi vous qui vous y connaissez beaucoup mieux en trouble de personnalité, s'il y a un collègue ou une collègue qui semble s'y connaître moins, bien, des fois, avec diplomatie, de rectifier des faits, mais bon, ça, je sais que dans les faits, c'est pas si facile entre humains de se lancer là-dedans. Limiter les rencontres, c'est-à-dire, bon, peut-être avoir le moins possible de situations où le patient est mis en contact avec des intervenants qui sont moins habitués de travailler avec ces patients-là. Ça peut être une forme de solution aussi. Groupe souligné de patients et de proches autour duquel gravitent les acteurs du réseau. Ça, je vais y revenir plus vers la fin. Le rétablissement. Donc, moi, j'ai juste quelques anecdotes au début. Moi, je n'y croyais pas vraiment, en fait, au début, là, à tout ça, au fait d'avoir une thérapie et de m'améliorer comme ça. Et ça s'est fait un peu dans des conversations anodines, par exemple. À un moment donné, une amie, une blonde à un de mes amis qui disait à ma mère, un peu comme si je n'étais pas là, mais qui disait on le voit vraiment, là, comment il s'est amélioré. Et puis, en tout cas, moi, que ça vienne comme ça de l'extérieur, on dirait que ça m'a montré qu'il se passait quelque chose. Des commentaires aussi là, dans la famille plus proche qu'on constate ensemble. Mon Dieu, il y a 4 ans, ça ne se serait pas passé comme ça, cette histoire-là. Là, j'aurais réagi d'une telle autre façon. Puis, donc, voilà. Je décris un peu la perception que j'ai de comment ça s'est fait d'aller mieux. Je parle, je dis que les façons d'être peu aidantes doivent être mises en échec et celles aidantes en situation de succès. C'est-à-dire que je fais un lien un peu avec l'image que j'ai choisie avec les arbres centenaires, c'est que les arbres centenaires ici représentent les façons de réagir ou de gérer les émotions qu'on peut avoir développées depuis qu'on est tout jeune et qui ont eu le temps de croître beaucoup. Des petites plantes, des petites pousses à côté, c'est des tentatives nouvelles de faire autrement et de mener une meilleure vie. Et bon, ils ont de la difficulté à avoir accès au soleil et les racines en dessous du sol, ça joue dur. Donc, c'est un peu une image. Donc, le fait de... Il faut nuire à ces gros arbres-là et favoriser les petites plantes. Les comportements un peu à l'écart de sa propre moyenne, tout en ne se frustrant pas trop, c'est-à-dire on ne peut pas évidemment changer du tout au tout. On essaie les choses un peu différemment dans la mesure qu'on est capable de le tolérer. Et ce n'est pas toujours un succès phénoménal, mais en se rendant compte des résultats un petit peu plus favorables, on finit par tendre, déplacer un peu notre moyenne. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Radoter la catharsis, ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette idée de catharsis là, d'un moment en thérapie où est-ce qu'il y a quelque chose de précieux qu'on vient d'aller chercher, qui fait du sens, puis qu'on n'avait pas nécessairement vu. Ça arrive, puis c'est très bon, mais il faut répéter énormément. Ça se peut qu'un an plus tard, on se retrouve à quasiment revenir là-dedans comme si c'était au tout début, mais c'est bon encore de continuer. Il y a des réactions du corps au changement, c'est-à-dire que c'est vraiment très rarement vu comme une panacée là, au plan individuel de faire les choses différemment. Là, il y a des réactions réelles, là, des fois une journée tout à coup que ça ne fait plus, on ne veut plus rien savoir. Donc, accepter les rechutes, ça fait un lien avec mon image là, qui est un graphique d'action en bourse. Tout ce qu'il faut voir là, c'est juste la courbe, le trajet très sinueux, mais que sur toute la largeur, finalement, on se rend compte qu'il monte. Donc, on parle ici, par exemple, du rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être dans un creux, un peu comme s'il ne s'était jamais rien passé, puis ça, c'est très, très dur en passant pour l'espoir et tout.
Les résultats après les traitements qui sont offerts dans nos cliniques spécialisées, plus d'espoir, de bien-être, d'harmonie, de maintien. Maintien voulant dire persévérer là, dans des projets, dans des emplois, dans des plus d'expériences positives pour soi, ceux qu'on aime et les étrangers, qui est très important à mon avis dans la vie. Système de soins et futur, bon, il y a beaucoup de matériel ici. Santé mentale, physique, variation et empathie. C'est sûr que je vais accélérer un peu. On est un peu dans un contexte là, où est-ce qu'on porte sur nos épaules depuis plusieurs années toute cette idée de différence entre la santé mentale et la santé physique. Ça permet à beaucoup de personnes, des fois, d'avoir des opinions. Et ce que je veux dire par variation, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie avec une appendicite, par exemple. Vous avez un appendice, j'ai un appendice, c'est crevé, ça fait mal, il y a une intervention pour ça. C'est plus facile de se mettre dans les mêmes souliers dans la santé mentale. Il y a énormément plus de variations. Les hommes, très content que Dr. Cayol en ait parlé. Là, effectivement, c'est un des rares domaines là, dans la vie où les hommes sont défavorisés par rapport aux femmes, je crois, dans la santé mentale, les aspects thérapeutiques, là, de thérapie de la parole et tout ça. Paradigme adulte responsable, oui, c'est ça. C'est que dans le système de soins en général, il y a quand même une façon de voir que le patient comme un adulte qui est responsable, qui est autonome, qui est bienveillant envers lui-même et qui, dans le cas spécifique des troubles de personnalité limite, des fois est chambranlant. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait exact qu'on peut se fier là-dessus. Donc, ça amène beaucoup de problèmes pour la rétention, à mon avis. Porte d'entrée, souvent le fond du baril. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que dans les faits, souvent, les gens vont commencer à avoir leur suivi après avoir touché le fond de leur baril, c'est-à-dire, par exemple, tentative de suicide, un geste violent, des éléments judiciaires. Est-ce que, bon, en principe, c'est possible, par exemple, avec notre médecin de famille, mais l'information est très, très manquante. J'oserais peut-être dire même des deux côtés, du côté du patient, évidemment, du côté du médecin, juste dans la mesure où il y a plusieurs facteurs, là. En fait, je pense que c'est un diagnostic qui est complexe, qui n'est pas prépondérant, qui est un peu par élimination. Ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup d'historique, puis des fois, peut-être, ce n'est pas la première étincelle qui survient. Intensité, rapidité de la destruction, ça revient un peu avec connecté Dr. Bérubé. C'est que moi, je souligne le fait que un trouble de personnalité, dans le début de sa jeune vie d'adulte, fait des dégâts sur sa vie très grands, très importants et à grande vitesse. Donc, la nécessité d'intervenir est là, très tôt. Oui, je voulais dire un mot que la qualité est généralement excellente. Là. Effectivement, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Donc, l'inclusion dans les discussions de diagnostic et de traitement et l'amélioration des programmes. Je vois ça comme un préambule logique à la participation active au traitement. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute manière, le traitement qui est réservé aux patients, on l'a dit tout à l'heure, ultimement, c'est la psychothérapie qui va être le nerf de la guerre. Et cette psychothérapie-là, c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est dans la vie que le patient, dans sa vraie vie à lui, qui va essayer d'appliquer ça, qui va essayer de mettre ça en application. Et puisqu'il va être sollicité à ce point-là et participer comme ça et que ça va reposer beaucoup sur lui, ça ne m'apparaît pas fou, cette idée qu'il puisse peut-être avoir une certaine participation, même dans la discussion concernant son diagnostic et le choix du traitement. Pourquoi? Entre autres, je pense qu'il y a un danger de projeter des éléments inexacts sur un patient en diffusion identitaire. C'est que même si plus souvent qu'autrement, les soignants ont un bon portrait du patient, ça se peut qu'il y ait quelques éléments, ils apprennent à le connaître au fil du temps, puis dans la psychothérapie, effectivement, c'est là qu'ils apprennent le plus à le connaître. Et si il y a un diagnostic très, très figé qui est posé, ça se peut que comme équipe traitante, il y a des traits peut-être qui soient projetés un peu sur le patient, puis le patient, dans sa diffusion identitaire, ça peut l'invalider, le rendre confus, puis peut-être l'aggraver. La co-construction, oui, je pense que Dr. Cayol en a parlé.
Alors, les intérêts, ça, c'est juste ce que je veux dire par là avec la démocratie, c'est que on vit dans une société où est-ce qu'on fait des compromis, beaucoup. Et lorsqu'on essaie d'améliorer nos propres intérêts, ce n'est pas toujours facile. Et dans le système actuel, ben, c'est ça, lorsque les principaux intéressés ne font pas partie du groupe qui essaie de faire valoir leurs propres intérêts, c'est comme encore plus dur, je crois. Très important pour l'information. Je suis content aussi qu'il en ait parlé les deux docteurs. Euh, Ce qui arrive souvent, c'est que bon, on est vulnérable dans ces moments-là comme patient lorsqu'on est face à notre intervenant. Et lorsqu'on pose une question, en général, on est très, très bien répondu, à moins que l'information puisse interagir avec notre traitement et que ça ne marche pas bien. Mais dans tous les autres cas, l'information qui est donnée est de qualité. C'est juste que en tant que patient, on ne sait pas nécessairement quelles questions poser, puis l'intervenant ne va pas nécessairement deviner ou aller nous bombarder. Donc, je parle de lacunes, guide de survie, si on veut. Ça peut être aussi simple que, par exemple, comment, comment est un patient qui a un trouble de personnalité, qui est en crise suicidaire, comment se rendre, par exemple, à l'urgence, de savoir qu'il faut se rendre là. Et ça fait bizarre de parler comme ça, mais je parlerai quasiment de charisme, un peu comment consommer ses soins adéquatement, comment ne pas se peinturer dans le coin. Donc, comment traiter avec l'urgentologue de manière à partager notre détresse, mais sans faire n'importe quoi, sans exagérer et d'avoir un bon équilibre et de ne pas avoir l'air non plus que ça aille si bien. C'est quand même un défi et ce n'est pas quelque chose qu'on se partage beaucoup. Donc, ça m'amène à parler d'exploiter l'énergie des patients à tous les stades de parcours. Ça, c'est que je pense qu'il y a énormément de valeurs que les patients peuvent s'apporter entre eux. Que ce soit des pairs aidants, que ce soit de l'information, comment est-ce qu'on procède, par exemple, si ça ne va pas bien dans notre emploi? Ben, la réponse, c'est que souvent, on a un psychiatre qui nous suit à l'Institut et on peut passer avec lui, mais des fois, lorsqu'on est en crise, on ne réfléchit pas si bien, puis parce que les gens font état dans le réseau de confusion, là, c'est-à-dire des patients TPL qui se ramassent un peu n'importe où, dans toutes sortes d'états. Et bon, donc, des fois, je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Les services doivent se faire connaître du patient et non l'inverse. C'est un petit peu ça quand je parlais tantôt de groupes de patients. Ça serait bien qu'il y ait des groupes de patients, que ce soit un peu eux qui aient les rênes du leadership, puis que des services, par exemple, un centre de prévention du suicide viennent faire une petite présentation à ce groupe-là tout à coup, une certaine journée. Et par exemple, je ne sais pas, une fille vient parler, se fait connaître et ça donne des représentations pour les gens. Et je pense que ça augmente la chance d'y faire appel à ces services-là et de les utiliser. Sinon, pour finir, après la thérapie, un petit peu de confusion dans les possibilités de prise en charge, c'est-à-dire qu'il y a des points d'interrogation sur le après et la construction d'un projet de vie. C'est que je trouve que ce serait intéressant, surtout avec tous les troubles d'identité qui font partie de ces troubles de personnalité-là, s'il y avait peut-être un petit service d'orientation dans les cliniques, donc la capacité à justement, en parallèle avec le traitement, de se construire un petit peu un projet de vie afin de devenir cet individu qui va pouvoir, après la thérapie, occuper un certain emploi et peut-être se payer, par exemple, des services en psychologie pour consulter un petit peu comme un adulte, là, plus dans la norme. Donc, en conclusion, merci d'exister et de continuer à innover. C'est vraiment précieux qu'on ait, comme patient, accès à des services. Et bon, c'est une petite, voilà. Donc, merci. Un grand merci, M. Huot. Je pense que ça dresse un excellent portrait de la nature des services et des soins qui ont été reçus, de la question de la stigmatisation. Hein. Je pense que ça peut paraître c'est parfois peut-être plus subtil qu'on le pressent. Vous l'avez bien illustré. Les idées pour améliorer tous ces services-là, pour
pour améliorer la prestation de service auprès des personnes qui viennent auprès de nos intervenants. Merci beaucoup pour tout. Merci également, Dr. Cayolle, Dr. Bérubé, pour toutes les innovations, les pistes de recherche. J'ai vu que vous avez répondu à plusieurs questions aussi là, dans le fil de questions et réponses. Donc, je vous invite, là, si vous avez le temps, les participants, d'aller le consulter. Il y a une question que vous avez répondu à beaucoup de choses qu'on voulait amener avec vous. Peut-être une petite chose concernant le travail avec les familles. Là, je vais m'adresser aux 3 panélistes. Le travail qui se fait avec les familles, quel genre vous en avez parlé un petit peu, mais quel genre de soutien est offert aux familles? Qu'est-ce que vous recommandez comme travail auprès des familles, conjoints, entourage, que ce soit en première ligne ou dans les services spécialisés? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux, de plus, selon vous? Tout le monde a une réponse là, c'est sûr. Donc, Allez-y en premier, si vous voulez. bon, j'y vais pour briser la glace. Au niveau des familles, pour aller de façon du plus simple au plus compliqué, ou les proches en général, le premier niveau, à mon avis, c'est de donner de l'information. De mon point de vue, quand on donne de l'information aux proches, l'amélioration peut être spectaculaire. Quand on leur explique ce qui se passe, quand on leur explique comment ça fonctionne, cette affaire. Cette information, vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a des livres qui sont écrits notamment par la directrice adjointe qui s'occupe de la mission universitaire, donc Sandra Dauteuil. Donc, on a des livres qui donnent de l'information sur le trouble. On en trouve aussi sur Internet. Le guide, moi, que j'utilise le plus, c'est celui qui a été fait par la capitale nationale sur l'information aux proches. Le deuxième niveau, c'est de se rapprocher des ressources, par exemple, communautaires, comme l'ACPAM, qui peut donner différents types de supports. Et puis, le troisième niveau, ça va être de faire des démarches qui vont être plus personnelles. Des fois, c'est compliqué pour soi-même. Donc là, il faut faire un travail plus sur soi. On peut soi-même avoir, je vous rappelle que la prévalence des troubles mentaux est énorme dans la population générale, donc ça ne vous empêche pas d'avoir vous-même vos problèmes et ça peut faire comme une mauvaise chimie. Et puis après, les autres choses, ça va être des démarches plus de thérapie systémique ou de thérapie de couple qui, dans mon expérience, sont plus rares. C'est peut-être culturellement ou organisationnellement moins facile à faire. Voilà une réponse. Merci beaucoup. Est-ce que Dr. Bérubé ou M. Huot aimeriez compléter? J'avais un petit peu dans le fil de le Q&A, j'avais un peu répondu. Tu sais, je pense qu'effectivement, là, les premières étapes, c'est de la psychoéducation. Il ne faut pas aussi négliger l'aspect, comment c'est précieux pour nous, là, comme cliniciens, d'avoir l'information provenant des proches. Les proches ont une vue sur leurs proches, évidemment, qui n'est pas la même que comment ils sont dans le bureau. Parfois, c'est proche, mais parfois, c'est même assez distant. C'est super précieux d'avoir ce feedback-là. Ensuite de ça, les proches sont souffrants souvent. Donc, de pouvoir les diriger vers les bons lieux, c'est généralement très précieux. Des fois, juste de voir qu'il y a quelqu'un dans le bureau là, qui prend soin, qui est là, puis qui écoute, puis qui essaie d'aider leurs proches, ça règle beaucoup de choses parce qu'un proche inquiet, ça peut devenir contrôlant, ça peut devenir intrusif, ça peut faire toutes sortes de choses par amour, là, mais qui des fois sont pas faciles puis peuvent un peu malheureusement des fois contribuer à certains patterns là, moins aidants des fois. Donc là, c'est d'essayer de détricoter ça. L'accès à de la psychothérapie familiale formelle, dans le sens de dire, OK, la personne fait un épisode de soins, par exemple, à connecter, mais là, une fois par mois, on va avoir une thérapie familiale. Nous, on adorerait ça, faire ça. Mais des fois, c'est une question de ressources. Alors, c'est ça à l'heure actuelle. On aimerait bien là, avoir un thérapeute familial d'expérience qui se joint dans l'équipe et puis on trouverait ça fantastique. Mais on n'a pas cette ressource-là à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Monsieur Huot? Je m'excuse, j'étais nerveux beaucoup. La question, dans le fond, c'était juste très brièvement, c'était quoi déjà? Oui, c'est en fait, qu'est-ce que vous recommanderiez avec le travail avec les familles? Quel soutien on pourrait leur offrir? Quel soutien vous suggérez qui puisse leur être offert pour permettre aux familles, aux proches de soutenir justement la personne qui reçoit des services en santé mentale? D'accord, brièvement, c'est l'information le plus tôt possible. Moi, je n'irais pas ça en secondaire 4-5, je ne sais pas, psychologue scolaire, peut-être aux rencontres de parents, sans dire ah oui, c'est votre jeune à vous là, qui est comme ça. Non, non, mais juste dire, tu sais, ça existe, puis puis juste pour faire une étincelle, peut-être quand la patiente va avoir 20 ans ou 21 ans pour allumer.
puis dire, ben oui, il existait ça, tu sais, puis, parce que c'est pas le cas, on le sait pas pour vrai que ça existe. Puis sinon, en temps réel, les deux autres réponses étaient très bonnes, là. Ouais. Excellent. Mais ça m'amène justement, M. Huot, à ma prochaine question, qui Mhm. est pour vous trois, évidemment. Là. Quel rôle peut jouer la première ligne, que ce soit en service jeunesse qu'en service adulte, là, mais on a parlé d'accès difficile aux services, de manque de ressources là, pour soigner, accompagner les troubles de personnalité. Donc, quel rôle peut jouer la première ligne là, pour soutenir les personnes en attente d'un cheminement dans le continuum de soins qui serait plus avancé, selon vous? Ben, je vais répondre brièvement. Ça serait bien si, à mon avis, si le médecin de famille, par exemple, qui soupçonnerait, bon, qui enverrait faire l'évaluation, pouvait donner une trousse un peu d'informations, des numéros de téléphone, un petit peu oui, un petit peu de psychoéducation brève là-dessus, parce que c'est ça, des fois, il y a des délais après ça, entre deux étapes. On est relâché dans la nature, puis la personne a le temps de faire des cycles, des cycles pas trop sains. Donc oui, peut-être que la première ligne devrait, autant que possible, être capable de donner de la matière là, pour commencer à réfléchir à ça. Même si le patient n'est peut-être vraiment pas d'adon pour ça, là, c'est que ça peut semer des étincelles, des germes, là. OK, merci. En complément, Dr. Cailleul, Dr. Bérubé? Oui, Dr. Bérubé. Bon, il va y aller. I have a dream. Ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment beaucoup de chemin à faire pour avoir un continuum de services. Mais la plupart des acteurs s'entendent pour dire que, tu sais, prévu la prévalence des enjeux au niveau du trouble de personnalité. Puis là, on parle du trouble de personnalité limite, mais si on prend tous les troubles de personnalité, on va chercher des prévalences de 5 à 10 à vie. Donc, c'est pour 5 à 10 de la population à tout moment qui a des besoins cliniques, mais il n'empêche que ça reste très prévalent. Donc, il est illusoire de penser que ça va être pris en charge que par des équipes spécialisées dans des centres spécialisés. Donc, en principe, on devrait être en mesure d'avoir tout un ensemble de services qui vont de la sensibilisation, information dans les écoles, information de meilleure qualité, de la meilleure qualité possible, évidemment, pour tous les praticiens de première ligne, pas seulement les médecins. Puis après ça, effectivement, probablement que des trousses d'informations comme ce que Pierre-Olivier, M. Huot amène, je pense que c'est une excellente idée. Mais on pourrait en avoir beaucoup comme ça, dans le fond, mais que les gens aient des outils simples à leur disposition et qu'on ait accès à un ensemble d'interventions qui sont par étapes. C'est-à-dire que quelqu'un qui présente des difficultés peut, dans un premier temps, avoir une première étape de traitement. L'intervention précoce dont je vous parlais fait partie de cet ensemble de services-là. L'objectif, c'est quelqu'un qui arrive à 14 ans, qui se retrouve on se rend compte qu'il se mutile, se présente à l'urgence après une rupture, veut mourir. On passe un screener, on se rend compte que, on a probablement des traits ou un trouble de personnalité limite depuis au moins un an, là, ces traits de personnalité-là, mais que cette personne-là ait déjà accès au bon service plutôt que non. C'est bon. Mais tout ça, ça demande des actions concertées. En Australie, dans la province de New South Wales, ils ont mis en place un programme provincial pour implanter, puis faire un roll-out, en anglais, là, mais de services par étape sur la grandeur de la province, avec des services très brefs de 4 rencontres pour des gens qui présentent une crise, qui ont des traits de personnalité limite, jusqu'à des services spécialisés avec des suivis qui peuvent s'étaler sur quelques années pour des gens qui présentent des troubles plus sévères ou plus résistants ou pour lesquels les approches préalablement essayées n'ont pas fonctionné. Donc, il y a tout un ensemble de services à designer. Les besoins sont là. Puis ben après, c'est de voir est-ce qu'on veut prioriser ça. Je veux dire, il y a des choix en santé qu'on fait. On va choisir des fois de dépenser peut-être 10 millions de dollars pour un traitement pour 10 enfants. Je suis convaincu que ces enfants-là méritent de vivre. Là. Je dis, ça peut avoir l'air cruel, mon enfant, mais il n'empêche que ce 10 millions-là, on le met là, on ne met pas ailleurs. Et donc, il y a des arbitrages à faire. L'enveloppe n'est pas infinie. Je crois, et c'est facile de où je suis positionné en tant que quelqu'un qui traite des gens qui ont un trouble de personnalité. Je crois que la part de l'enveloppe pour les troubles de la personnalité est démesurément faible par rapport aux besoins. Je crois qu'il y a des arguments économiques, théoriques réels là, qui peuvent soutenir cette opinion-là. Mais bon, encore faut-il réussir à convaincre nos décideurs.
Merci beaucoup. On va devoir conclure sur cette note, justement, de plus grand investissement. Je pense que vous avez fourni plusieurs arguments en faveur de meilleurs investissements puis de meilleur accès aux services pour les personnes qui ont des troubles de personnalité limite. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Huot, Dr. Cailleul, Dr. Bérubé, pour vos généreuses présentations. Et je vous dis au revoir et peut-être merci d'avoir contribué à améliorer les connaissances sur les troubles de la personnalité. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée.